Bonjour à tous, je m'appelle François Jobin, je suis écrivain et je vous souhaite la bienvenue à cette émission de Cause Toujours qui vous est présentée par l'Association des auteurs des Laurentides ainsi que la station TVCL. Aujourd'hui, mon invité est un être assez singulier dans le paysage littéraire québécois puisqu'il porte plusieurs chapeaux. C'est un éditeur, c'est un poète, c'est un romancier prolifique. D'ailleurs, certains disent de lui que la seule chose qu'il n'a pas publiée, c'est sa liste d'épicerie. Je vous présente Louis-Philippe Hébert, qui est à son 40e, 50e ouvrage. Oh, excusez-moi, mais il ne faut pas exagérer, là. Non? Non, 37e. 37e, pardon. Alors, c'est moins prolifique que je croyais. Bon. Mais le dernier en date, les essais cliniques au laboratoire Donadieu, qui est un recueil de nouvelles, paraît-il, est assez prémonitoire, puisqu'il est sorti le jour où on s'est aperçu qu'on avait une pandémie. En fait, le jour même où on a déclaré, le 13 mars, là, on s'en souvient, parce qu'il y a plusieurs événements reliés au 13 mars, mais où on a déclaré qu'effectivement, on avait une pandémie et qu'on devait tout fermer. Alors, c'est formidable pour la vente d'un livre. Quand les librairies ferment, le distributeur lui-même a fermé ses portes pendant 3 mois. Ce qui était assez extraordinaire. Et c'est ça. Et ce livre-là traite d'essais cliniques dans un laboratoire où on essaie de développer un vaccin contre la peur. Alors, on s'aperçoit que les populations de la planète sont particulièrement terrorisées, c'est le cas de le dire, et on a développé, ou on essaie de développer un vaccin qui va leur permettre de vivre calmement malgré la peur qu'ils pourraient ressentir, ou malgré les menaces qu'ils pourraient ressentir. Je pense déjà tout de suite à des pays où ce serait bien utile. Ah, absolument, mais même ici. Oui. Même ici. Et à l'autre extrême, en fait, à la fin du livre, donc, parce qu'il y a quand même une continuité dans les nouvelles, mais à la dernière nouvelle, on est devant une situation où il y a un virus qui circule partout. On ne sait pas trop comment il se propage. On essaie de s'en prémunir. Et ce virus-là, c'est le virus de la fatigue. C'est un virus absolument extraordinaire qui fait que les gens tombent endormis en marchant. Moi, je m'en allais dire qu'ils tombent endormis en dormant, mais c'est presque ça aussi. Donc, ils ne se réveillent jamais. Ils peuvent... et là, l'hiver arrive, on retrouve des corps dans les bancs de neige. Ça continue comme ça jusqu'à ce qu'on découvre un moyen de s'en sortir. Il ne faut pas nous donner le moyen. Les gens vont le découvrir par eux-mêmes en lisant « Essais cliniques au laboratoire Donadieu ». Je reviens sur ma présentation. Je t'ai présenté, parce qu'on se tutoie quand même dans la vie, hein? Je t'ai présenté comme étant un être singulier dans le paysage littéraire. C'est que, comme poète, tu vas aussi vers le roman alors que la plupart des poètes se contentent de poétiser puis de ne pas romancer. C'est vrai, mais j'ai toujours, d'une certaine manière, un peu détesté l'appellation poète. Peut-être parce que à l'école, au collège, dès le moment où on parlait de poésie, où on écrivait de la poésie, on faisait rire de soi parce que, ah oui, un poète, puis on disait le poète-poète, puis des trucs comme ça. Il ne faudrait pas poèter plus voilà, etc. Alors, je n'aimais pas tellement ça, mais aussi parce que je suis un peu de l'école de Victor Hugo, alors, n'est-ce pas? On choisit ses maîtres. C'est-à-dire que je considère que je suis un écrivain plutôt qu'un poète. Alors, et j'ai l'impression qu'un bon écrivain peut écrire de la poésie, peut écrire du théâtre, peut écrire, dans notre cas, du radio-roman ou radio-théâtre ou même du téléthéâtre. Écrire tout ce qui s'écrit. Et du roman et des nouvelles. Mm-hmm. Et à partant de ce principe-là, je ne vois pas pourquoi je me retiendrais
à écrire l'un plutôt que l'autre. Et ce que j'aime dans la poésie que j'écris, parce que j'adore ce que j'écris, c'est que il y a toujours des personnages qui sont Oui, même bien dans ça, la ta poésie. poésie est assez singulière parce que, en termes techniques, je dirais que c'est une poésie narrative qui raconte quelque chose, alors qu'on est habitué à de la poésie contemplative ou encore qui parle de la vie antérieure et qui commence souvent par « je » et qui gratte des bobos. Moi, peut-être à cause de ma formation classique, on nous disait le jeu est haïssable. Oui, oui. Alors, non, j'aime pas tellement. En fait, quand j'utilise un jeu, parce que je peux utiliser un jeu, ce jeu-là n'est pas nécessairement moi. Ça peut être un personnage qui parle à la première personne. Je est un autre. Voilà, dans ce cas-là. Oui. C'est vraiment tout Et à oui, fait. on se garoche la culture comme ça. Là. On voit qu'on est allé fréquenter les mêmes collèges, ou presque. On va continuer en latin si ça Oui, poursuit. puis en grec. En grec, oui. Ceci dit, j'aime bien quand dans la poésie, le fait d'utiliser des personnages dans la poésie et des décors, parce que j'utilise aussi des décors, ça permet de faire une poésie qui n'est pas une poésie, j'appelle ça lyrique, là, qui lire finalement plus que lyrique. C'est-à-dire une poésie où la personne se plaint tout le long de ce qui se passe et tout ça. Et on a souvent ça, une poésie qui se plaint. Et autre chose aussi, c'est que un des vices de la poésie à l'heure actuelle, c'est souvent de concocter des phrases ou des vers plutôt dans ce cas-là, qui sont difficiles à comprendre. Parce que les mots s'entrechoquent. Mais la poésie est dans le fait que les mots s'entrechoquent. Alors, moi, ma poésie n'est pas dans le fait que les mots s'entrechoquent. Ma poésie est dans le fait que les gens vivent quelque chose, expérimentent quelque chose, entrent peut-être dans la peau d'un personnage qui est lui-même le narrateur ou le poète du roman-poème, dans certains cas, et ils peuvent ainsi vivre des choses que autrement ils ne pourraient pas vivre. Dans certains récits, comme dans certains poèmes, je suis au féminin, c'est-à-dire je suis une femme. Dans Marie réparatrice, un roman-poème, encore une fois, le personnage, là, parle au jeu, effectivement, mais c'est une petite fille. Et ainsi de suite, qui me permet une grande palette de personnages, de décors, de mise en scène et tout. Et j'ai même écrit un livre sur le fait de vieillir avant que ça arrive. Et je commence à avoir des craintes du côté prémonitoire des choses. Les seuls qui vieillissent pas sont ceux qui ont la chance de mourir jeunes. C'est vraiment tout. Ouais. Mais si on délaisse la poésie pour parler des romans, les romans sont également singuliers parce qu'ils ne se ressemblent pas. Si on prend, par exemple, certains auteurs, je pense à Romain Gary, qui réécrivent le même roman plusieurs fois, bien que ce n'est pas sans intérêt. Toi, de ton côté, les sujets sont différents, mais le style est différent souvent. C'est du pur plaisir ou c'est une obligation, c'est un objectif que tu t'es fixé dans la vie? C'est vrai que, bon, ça dépend beaucoup des écrivains, mais j'aurais trouvé ça très fastidieux d'écrire toujours la même chose. Et encore plus fastidieux d'écrire toujours la même chose de la même façon. De la même façon. Alors, ce que je préfère, c'est ne jamais écrire la même chose et toujours de manière différente. Alors, là aussi, ça m'ouvre des possibilités créatrices intéressantes et je peux travailler comme ça, comme je veux, parce que pour moi, c'est un laboratoire, l'écriture. Lorsque j'entre dans mon laboratoire le matin pour en ressortir vers 2 heures d'après-midi ou à peu près, j'ai été dans mon laboratoire, j'ai tenté des expériences, j'ai essayé des choses. Il y a des choses qui n'ont pas marché, il y a des choses que j'ai jetées, il y a des choses que j'ai gardées pour plus tard. Mais pour moi, c'est vraiment faire... Il faut que ça m'intéresse, moi, en premier, si je veux que ça intéresse le lecteur. Quand tu parles de laboratoire, je vais te poser la question de 125 000 $. Qu'est-ce que tu cherches?
Ça, c'est vraiment intéressant. Hein? Ah ouais, ça, c'est Pour ça qu'elle s'en va c'est la bonne pièces. question. Vous êtes un bon intervieweur, parce que Je vais le prendre. lorsque l'interviewé dit « Voilà une question intéressante », En général, c'est qu'il n'y a pas de réponse. c'est ça. En général, c'est parce que... Et durant tout ce temps, il réfléchit, Voilà. et voilà, ça s'en vient. Voilà. C'est quoi, un vieux singe, il faut faire des grimaces, pas trop, là. Alors, dans le livre des plages, effectivement, je parle d'un narrateur ou d'un auteur qui s'en va sur la plage et qui cherche l'explication du monde. Et, Seulement ça. seulement ça, de l'univers, en fait, au complet. Et il a l'impression qu'il va le trouver dans un grain de sable. Alors, mais sur la plage, il y a énormément de grains de sable. Lequel détient la Voilà. réponse? Alors, voilà. Alors, c'était une façon de raconter un peu comment je procède. C'est-à-dire que je cherche encore le grain de sable qui va être l'explication complète de l'univers. Parlant de grains de sable, il y a le proverbial grain de sable qu'on rentre dans la machine et qui paralyse tout. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'évolution qu'on connaît dans le langage, par exemple, qui va plus vite que l'usage, est-ce qu'il n'y a pas des grains de sable qui sont en train de paralyser les auteurs? Oui, oui, je présume que oui. L'écriture, c'est toujours un défi, hein. On est toujours devant un outil. Bon, allons-y par métaphore, bien que je déteste les métaphores, plutôt une comparaison. Alors, identifions ça à une sorte de marteau. Alors, quand vous avez un marteau et un clou, c'est facile, vous savez quoi faire, cognez sur le marteau. Mais dans l'écriture, le langage, qui est votre matériau et votre outil en même temps, c'est mou. Alors, c'est comme si vous aviez un marteau mou entre les mains et comme si vous aviez un clou mou à enfoncer dans quelque chose de mou. Alors, c'est très, très, très difficile d'arriver à, comment dire, mon langage va se perpétuer à travers toutes les époques. J'en ai vraiment aucune idée. Je sais que la langue française, jusqu'à maintenant, peut-être depuis une centaine d'années à peu près, c'est assez stabilisé comme langue. Mm-hmm. Maintenant, elle est assez déstabilisée. L'anglais est très, très, très présent, mais aussi les langues parlées par des territoires donnés, même en France, et ici aussi, il y a énormément de chocs linguistiques qui sont nourrissants, qui nourrissent la langue, qui nous permettent d'aller plus loin, mais qui, parfois, sont paralysants. Et vous avez tout à fait raison. J'étais à un festival du documentaire et il y avait des gens qui parlaient justement de... Bon, ça se passait à l'île aux Coudes. Bon, on sait que Pierre Perrault a fait un truc absolument magnifique, plusieurs, d'ailleurs, documentaires à l'île aux Coudes. Et bon, ces gens-là parlent une certaine langue. Mais il y avait aussi Joséphine Bacon qui était là, il y avait les Inuits. Alors, il y a toutes ces langues-là qui, maintenant, ne sont plus écrasées comme elles l'étaient autrefois. Mm-hmm. Elles sont au contraire sublimées. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas. Il faudrait peut-être que je rentre dans mon laboratoire et que j'essaie de j'essaie de savoir ce qui va se passer avec ça. Parce que mon premier livre, j'avais 19 ans, est sorti le jour de l'ouverture de l'Expo. Alors, tous les journaux, à cette époque-là, il y avait plusieurs journaux imprimés. Évidemment, en première page, la une, c'était Louis-Philippe Hébert sort son premier livre à l'âge de 18 ans ou 19 ans. La presse, Le Devoir, Montréal Matin, Montréal Matin, etc. Voilà. On ne parlait que de moi et on ne parlait pas de l'Expo. Alors, quelque chose quand même. C'est quelque chose. Ensuite, vous connaissez, c'est ironique, oui. Bien sûr. Alors, ensuite, j'ai publié un livre qui s'appelle La manufacture de machines, qui, elle, est centrée. C'est un roman nouvelle, cette fois-là, plutôt qu'un roman poème. Alors, ce sont des nouvelles qui sont centrées dans un village
qui a laissé place au développement de machines qui vont gérer le quotidien des gens. Ouais. Et les gens sont tous un peu subjugués par ces machines-là et tout ça. Encore un livre prémonitoire. Encore une fois, prophétique, même à la rigueur. Et imaginez qu'il est paru en 1976, le jour de l'élection du Parti québécois. Là aussi, encore une fois, les manchettes partout. Louis-Philippe Hébert vient de publier là, une facture de machine. Et en un bout de ligne, entrefilet, c'était là. un entrefilet, le Parti québécois prend Ouais. le pouvoir, Bourassa battu ou quelque chose D'ailleurs, René Lévesque a fait des représentations le lendemain pour se plaindre. Oui, absolument, bien ça a sûr. été. Et là, cette fois, ben, c'est les essais cliniques au laboratoire Donadieu, où on parle effectivement de recherche pour un vaccin et de la présence d'un virus qui s'attaque aux gens en général. D'ailleurs, ce livre, mais de même que tous les autres, même ceux qui sont traduits en roumain, est dans une langue En espagnol, en espagnol et puis dans une autre en langue. anglais, Mais l'autre langue. en russe, en l'autre, azerbaïdjanais. azerbaïdjanais. Oui. Tout le monde, Tout le c'est monde le rêve connaît ça. d'une vie. Tout le monde le Moi, sait. je veux Ça, que c'est les comme miens... une du journal. C'est ça. Tout le monde Moi, est au courant. Je rêve d'être publié un jour C'était en dans azerbaïdjanais. tous les journaux. Mais tous ces livres-là font de vous un être qui va être en nomination pour le prix Claude-Henri Grignon de l'Association des auteurs des Laurentides. Là, vous êtes censé dire, ben oui, mais je l'accepterai humblement si je le gagne. Ouais. Mais humblement. T'es-tu capable? T'es-tu capable? Ça va être ça va dire comme quelque chose comme « Oui, mais je ne le mérite pas, vous n'auriez pas dû ». C'est comme quand on reçoit un cadeau à Noël et qu'on dit, ou à sa Vous n'auriez fête, pas dû. « Ah, vous n'auriez C'était pas pas dû. nécessaire. Ah, mon Dieu, c'était pas nécessaire. » Ma mère m'a beaucoup montré ce genre de choses-là. oui. C'est pas genre « Ah, non, 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 vous n'auriez pas dû », puis tout ça. Alors, non, mais ça va me faire un grand plaisir. Je suis très sensible à ça parce que c'est pas par vantardise ou par orgueil. Ou par narcissisme. Ou par narcissisme. Mais narcissisme, peut-être. Là, Peut-être un peu. On gardera un peu de ça. Ça prend ça pour être Ah, écrivain. il en faut de ça. Une denrée nécessaire à côté du... autrefois, c'était la cigarette, puis, mais là, maintenant, c'est le narcissisme. Mais tout ça pour vous dire que être écrivain au Québec, c'est pas simple. Même pour les jeunes, c'est pas simple non plus, pour les vieux non plus, pour les moyens non plus. C'est-à-dire qu'on a une population qui est relativement limitée, on a un public relativement limité avec malheureusement un problème d'alphabétisation. d'alphabétisation. Je suis obligé de vous arrêter là sur le problème d'alphabétisation, qui n'est pas celui de nos auditeurs, pour vous souhaiter bonne chance, d'une part, et puis pour te remercier de cette entrevue. J'ai passé du tu au vous, hein, avec quand même une certaine élégance. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne reste plus qu'à vous inviter à revenir voir l'émission Cause toujours, une gracieuseté de l'Association des auteurs des Laurentides en collaboration avec TVCL Mont-Tremblant. Bonsoir.